Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Kenya, la montée des eaux du lac Baringo contraint les crocodiles et les hippopotames à se rapprocher des habitations. Des milliers de familles restent exposées à ces animaux. En Ukraine, 4 personnes ont perdu la vie dans de nouvelles attaques russes contre Kiev et sa région. Ces frappes interviennent alors que Volodymyr Zelensky est en déplacement en Serbie. Et puis, en Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie ont signé un accord de défense sur fond de tension au Moyen-Orient. Un pacte qui pourrait aussi envoyer un message à l'Iran et aux États-Unis. Bonsoir mesdames et messieurs, comme je l'annonçais en titre au Kenya, la situation devient préoccupante autour du lac Baringo. La montée des eaux submerge progressivement les terres et pousse les crocodiles et les hippopotames à se rapprocher des habitations. Des milliers de familles vivent encore dans les zones concernées. La présence de ces animaux sauvages à proximité des maisons augmente les risques pour les populations riveraines. Sur les rives du lac Baringo au Kenya, les toits d'un ancien complexe touristique, aujourd'hui englouti par les eaux, dépassent encore de la surface. Sur l'un d'entre eux, un couple de crocodiles se prélasse au soleil. Cela fait une quinzaine d'années que le niveau du lac ne cesse d'augmenter, submergeant les terres et se rapprochant dangereusement des habitations alentours. En 2014, nous avons compris que les crues du lac étaient en train de changer complètement. Donc depuis 2009 ou 2010 jusqu'à aujourd'hui, le niveau de l'eau n'est jamais redescendu. Selon certaines estimations, la surface du lac aurait cru de 70% en 15 ans, poussant des dizaines de milliers d'habitants à quitter leur foyer. Certains ont été relogés à proximité, mais les eaux du lac Baringo continuent de les suivre. Autre conséquence de ces crues inédites que les scientifiques attribuent à des précipitations extrêmes, la faune locale se rapproche de plus en plus des habitations et représente aujourd'hui un réel danger pour les populations locales. En 2011, Marie Tirène a perdu son mari dans une attaque d'hippopotame. 10 ans plus tard, un crocodile a attaqué son fils, alors âgé de 9 ans, et tenté de lui arracher le bras. Il en porte encore les cicatrices. Il allait chercher de l'eau lorsqu'il a été attaqué. Il y avait des enfants avec lui et ce sont eux qui l'ont aidé et qui se sont battus avec l'animal. Ils ont lutté avec le crocodile et ils ont tous été mordus. Impuissantes face aux attaques d'animaux sauvages et aux inondations qui menacent leurs maisons, de plus en plus de familles espèrent aujourd'hui déménager loin du lac. Nouvelle frappe russe contre Kiev et sa région. 4 personnes ont été tuées dans la nuit du vendredi à samedi. Ces attaques surviennent alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé vendredi en Serbie. La guerre se poursuit donc en Ukraine avec de nouvelles attaques russes contre des zones urbaines. Au moins 4 personnes ont été tuées dans de nouvelles frappes russes sur Kiev et sa région dans la nuit de vendredi à samedi. Des incendies se sont également déclarés dans 2 quartiers de la capitale ukrainienne. Une frappe de drones russes sur la région de Tchernihiv dans le nord de l'Ukraine a aussi provoqué un incendie dans un entrepôt. Depuis plusieurs semaines, Moscou intensifie ses attaques contre Kiev et sa région, souvent en tirant des missiles balistiques difficiles à intercepter. De son côté, l'Ukraine continue de cibler les raffineries en Russie. L'une d'entre elles, située à Ilski dans la région de Krasnodar, a été touchée cette nuit. 6 blessés ont été recensés. Un drone entré en Bulgarie a par ailleurs explosé près de la frontière avec la Roumanie et d'un gazoduc. En Autriche, un nouveau record national de chaleur a été enregistré pour la 2e journée consécutive. Le thermomètre a atteint 41,2% de degrés Celsius à Bad Dürkheim-Altenburg dans l'est du pays. Le précédent record de 41 degrés avait été mesuré la veille à Vienne, Stammendorf, un record qui n'aura donc tenu qu'une seule journée. Plus de détails dans cet élément. Avec la sécheresse et les épisodes de canicule à répétition, les eaux du Danube connaissent un niveau historiquement bas. Mais le fleuve reste malgré tout un îlot de fraîcheur pour ces Slovaques, acculés par la chaleur écrasante à Bratislava.
Je remarque que mon corps réagit différemment. Je suis plus irritable. Je pense que c'est à cause de la chaleur. Ce qui change, c'est que pendant la journée, je passe plus de temps à la maison. J'essaie de ne pas sortir, je ne peux pas aller faire du sport dans la journée. C'est très contraignant. La Slovaquie et l'Autriche voisine ont enregistré cette semaine des records absolus de température, plus de 41 degrés par endroit. Après un mois de juillet particulièrement chaud et sec, habitants et commerçants redoutent un mois d'août caniculaire, alors que la sécheresse s'est généralisée et que les rues commerçantes bétonnées sont boudées par les touristes et les rares passants. Nous avions un rendez-vous chez le médecin, c'est pourquoi nous sommes dehors. Sinon, avec ce temps, je serais resté à la maison avec mon enfant. Eux, en Croatie, ont choisi de s'abriter en pleine nature. Dans la région de Split, où le thermomètre affiche plus de 35 degrés, ces touristes font des virées équestres en pleine mer. Nous nous sommes échappés des murs entourant Split. Il est fait plus de 40 degrés avec du béton sous les pieds. On profite de ce moment dans la nature. Certaines forêts, comme cette réserve naturelle en Serbie, sont actuellement en proie à des incendies ravageurs après plusieurs jours. L'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie renforcent leur coopération militaire. Les trois pays ont signé vendredi un pacte de défense dans un contexte de tensions croissantes liées à la guerre au Moyen-Orient. Selon des experts, cette alliance adresse un message à l'Iran, mais aussi aux États-Unis, dont certains partenaires régionaux questionnent désormais la fiabilité. Reportage à suivre. Pour sceller leur alliance, ils ont choisi la Mecque. Côte à côte, les dirigeants de l'Arabie saoudite, de la Turquie et du Pakistan assistent à la prière du vendredi à la Grande Mosquée. Trois puissances régionales sunnites qui partagent des frontières maritimes ou terrestres avec l'Iran chiite, perçu comme une menace. Alors, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif ont signé vendredi un pacte de défense. L'accord vise à renforcer la dissuasion collective contre tout acte d'agression et stipule que toute attaque armée contre l'un des trois États sera considérée comme une attaque contre tous. Un mécanisme dont la solidité pourrait être éprouvée très rapidement par l'Arabie saoudite. Le royaume a subi ces derniers mois des attaques de l'Iran et de ses proxys comme les Houthis au Yémen qui ont récemment multiplié les frappes contre des cibles saoudiennes. Riyad, Ankara et Islamabad, qui se sont impliqués ces dernières semaines pour tenter de résoudre le conflit entre les États-Unis et l'Iran, cherchent aussi à diversifier leur défense face à un partenaire américain jugé de moins en moins fiable. L'autre facteur est la méfiance à l'égard des garanties de sécurité américaines. Il faut être clair, il ne s'agit pas d'une alternative à la relation de sécurité que les États-Unis entretiennent avec les pays de la région, mais d'un complément. En effet, si les États-Unis demeurent indispensables pour de nombreux acteurs régionaux, ils sont également perçus comme peu fiables et imprévisibles. Si l'Arabie saoudite et le Pakistan sont déjà liés par un accord de défense, l'inclusion de la Turquie dans ce nouveau pacte a été précipitée par la guerre au Moyen-Orient. La Turquie, membre de l'OTAN, cherche aussi à gagner en influence. Et puis, une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. En Inde, le mouvement de la Gen Z, surnommé le Parti des cafards, veut poursuivre son action née sur les réseaux sociaux avant de descendre dans la rue. Le collectif a contribué à faire pression sur le gouvernement de Narendra Modi après un scandale lié aux fraudes aux réseaux sociaux. Le groupe entend désormais devenir un véritable mouvement de pression avec pour objectif de remettre l'école publique au centre du débat et de mobiliser la jeunesse. Suivons ensemble. Après une mobilisation historique en Inde, le mouvement citoyen des cafards dévoile la suite de son projet. Né sur les réseaux sociaux avant de descendre dans la rue, le collectif de la Gen Z a fait plier le gouvernement de Narendra Modi. Et après avoir obtenu la démission du ministre de l'Éducation dans la foulée du scandale des fraudes aux examens nationaux, eh bien le Parti des cafards veut rester un groupe de pression. Son objectif désormais remettre l'école publique au cœur du débat et partir à la rencontre de la jeunesse. Correspondance Abdoulaye
Meirali. Debout devant la presse en t-shirt et chemise froissée, les animateurs du Parti des cafards affichent le style de leur génération. Leur fondateur, Abhijit Dipke, inscrit pourtant le mouvement dans l'héritage des grandes figures de l'Inde contemporaine. La justice sociale du docteur Ambedkar, la paix et la non-violence de Gandhi et le rêve d'une Inde moderne de Nehru. Notre idéologie est celle de la constitution indienne. Leur cible désormais, la fermeture massive des écoles publiques. L'État invoque la rationalisation, eux dénoncent un recul. 94 000 écoles publiques ont été fermées en 10 ans. On aurait pu les rénover, mais le gouvernement a préféré les condamner. L'éducation n'est pas un business, c'est un droit fondamental. La démission du ministre de l'Éducation a consacré une première victoire du mouvement. Pour les cafards, cependant, le véritable acquis est ailleurs. Le plus gros accomplissement de ce mouvement, c'est d'avoir brisé la peur dans l'esprit des gens. Cette jeunesse a rendu sa voix au pays. Elle lui a redonné le courage de questionner le pouvoir et d'exiger des réponses. Le réveil gagne d'autres États. Dans le Jharkhand, des milliers d'étudiants manifestent jour et nuit contre des recrutements publics entachés de fraude. Le Parti des cafards entend prolonger cet élan. Et puis une dernière actualité pour boucler ce journal. Aux États-Unis, le projet de construction d'une imposante salle de bal à la Maison-Blanche connaît un nouveau coup d'arrêt. La justice américaine a de nouveau bloqué vendredi les travaux. Donald Trump conteste cette décision et annonce son intention de saisir la Cour suprême. Le président américain dénonce notamment une décision qu'il juge injustifiée alors qu'une partie importante du projet aurait déjà été réalisée et financée. La salle de bal de la Maison-Blanche sortira-t-elle un jour de terre ? Ce projet, cher à Donald Trump, dont la construction a commencé fin 2025, vient d'être à nouveau bloqué par la justice américaine. La Cour d'appel du district de Columbia a confirmé une décision d'avril dernier. Les travaux doivent cesser car ils ont été lancés sans avoir le feu vert du Congrès, indispensable pour un tel projet à la Maison-Blanche. Un nouveau revers pour Donald Trump qui défend bec et ongle ce chantier. Cette décision, prise alors qu'une grande partie des travaux a déjà été réalisée et payée, constitue une menace pour la sécurité nationale d'une gravité maximale. C'est aussi une honte nationale. Nous allons immédiatement faire appel de cette décision devant la Cour suprême des États-Unis. Cette salle de bal, de plus de 8300 mètres carrés, avec une capacité de 1000 personnes, est financée par des fonds privés selon le président américain. Mais l'enveloppe s'est déjà envolée, de 200 à 400 millions de dollars aujourd'hui. Donald Trump justifie ce projet et assure que le bâtiment contiendra d'autres dispositifs militaires de défense. Mais il est très décrié. La National Trust for Historic Preservation, une ONG pour la préservation des bâtiments historiques, l'a contesté en justice. L'opposition démocrate en fait, elle, le symbole de l'ego du président. Ce sont des projets dictés par la vanité et le président y consacrerait littéralement 70% de son temps. Le président est une personne très occupée et il a beaucoup de choses auxquelles il doit prêter attention, notamment la guerre en Iran. Ce projet ne fait pas non plus l'unanimité au sein du Parti républicain. Le gouvernement de Donald Trump a désormais 14 jours pour faire appel devant la Cour suprême américaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir suivi et bien sûr de programme à tous et chacun sur Esaü TV.